Bonjour à tous, nous sommes à la Roche des Arnaud et au haut de la Roche des Arnaud, il y a une tour. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette tour? Eh bien, on va suivre deux retraités qui nous préparent quelque chose depuis pas mal de temps. L'origine de ce projet, c'est un petit. Il date de très loin, mais il a été concrétisé en 2019 parce que depuis tout petit où je venais ici sur ce site-là, je savais qu'il y avait quelque chose là-dessous, mais quoi, on n'en sait rien, jusqu'à envoyer que la tour. Et après, en regardant différentes lectures, différents écrits d'historiens, ils ont expliqué, c'était expliqué qu'il y avait un château qui existait ici et qu'il était certainement enfoui sous la végétation, là. Alors j'ai dit c'est dommage que ça soit perdu pour l'éternité, il faudrait le ressortir, au moins ressortir ce qui reste comme vestige. Et donc j'ai hésité pendant longtemps à me lancer là-dedans, parce que je travaillais, j'étais occupé. Jusqu'à un jour en 2019, j'ai dit, allez, je suis décidé, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais, parce qu'après les années passent et c'est plus possible. Et c'est comme ça que ça a démarré, donc j'ai questionné un petit peu les habitants de La Roche pour voir un peu ce qu'ils en pensaient, voir si je pouvais avoir un soutien et tout ça. La première personne que j'ai rencontrée, c'est le maire de La Roche, M. Chotan, là. Je lui ai expliqué mon projet. Lui, il n'a pas été négatif, hein, mais bon, lui, ça le surprenait un petit peu quand même de faire ça, quoi. Et donc après, j'ai essayé de trouver dans La Roche des gens qui pouvaient bien me soutenir, quoi. Tout le monde était intéressé, mais concrètement, il n'y avait pas beaucoup qui se manifestaient, quoi. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré donc Max Belon, qui m'a dit oh ben moi c'est mon dada, ma passion, les pierres et tout, je pars, pas de problème, je pars avec toi maintenant que mon activité est terminée, je peux partir avec toi, quoi. Donc j'ai eu son soutien et donc on a créé une association, loi 1901, qu'on a déclarée à la préfecture, avec comme objet c'est sauvegarde des ruines de l'ancien château fort de la Roche des Arnaud, pour le rendre visible et puis le donner à la population, quoi. C'est pour montrer que ces racines, tu passes un temps fou là-dessus. Une fois que tu coupes les bonnes, tu fais tout le tour, tu es content. C'est là que ça tient. Et voilà. Attends. Qu'est-ce que c'est moi ça? Ne tords pas. Vas-y, essaye d'appuyer toi-même. Ah, c'est attractif. Voilà, elle est venue. Voilà la bête. Putain. Encore une. Attends. Vas-y. Merci Ryobi. Oh pardon. Pourquoi c'était si important d'enlever ce tronc d'arbre? Eh bien parce que c'est peut-être là où il y avait le passage pour descendre à la cave voûtée. C'est ce qu'on est en train de rechercher, tout en retrouvant des murs, parce que c'est toujours plein de mystères. On a beau penser que c'était comme ça, et chaque fois on se fait avoir. Et après on a eu des rappels à l'ordre un peu de la DRAC,
qui avait appris qu'on avait commencé à faire des fouilles et qu'on ne pouvait pas faire ça sans leur autorisation et sans la couverture d'un archéologue. Donc on a été obligé d'arrêter quelques mois. En plus, il y a eu le Covid qui est venu là-dessus, donc on a été obligé d'arrêter, quoi. Et suite à une réunion qu'on a eue avec la DRAC en janvier de 2021, donc on a eu le feu vert pour continuer notre travail. Les fouilles, nous c'était dégager les pierres, hein, donc c'était pas vraiment faire des fouilles, c'était de mettre à nu les vestiges. Et entre-temps, on a un archéologue qui s'était proposé pour prendre en main la partie archéologique du suivi de cette sauvegarde. Et donc cet archéologue est venu faire des repérages, est venu faire des photos avec un drone, a fait un état des lieux précis de ce qu'il avait vu. Et donc on a décidé qu'on allait dégager les pierres sur la surface du terrain, mais pas jusqu'au sol, jusqu'en surface, pour rendre le site un petit peu visible, et aussi pour permettre à l'archéologue de faire des sondages, parce que lui, sa deuxième étape, c'est de faire des sondages à certains endroits du site pour voir un peu ce qu'il pouvait trouver comme du côté archéologique, du côté construction archéologique, s'il trouvait des choses qui étaient intéressantes à noter, quoi. Oui, là on cherche des pierres, parce qu'il y a des pierres, c'est comme les pommes de terre. C'est des pierres qui sont dans la terre depuis des siècles, qui ont été mis par les gens à l'époque, lorsqu'ils ont détruit le château, et la végétation qui a poussé, elle s'est transformée en terre végétale. Et donc ça a fait des couches de terre végétale qui ont infiltré les pierres. Et maintenant, pour dégager, on est obligé d'enlever la terre et les pierres, quoi. Donc c'est un peu rechercher des grosses patates. Elles sont noyées, on ne sait pas où elles se trouvent. Théoriquement, c'est un tas de pierres, quoi, accumulées, mais avec la terre, ça s'est tout amalgamé et la végétation a poussé. Là, on voit l'herbe, les touffes d'herbe qui ont poussé. Donc après, elles se transforment en terre végétale, et puis toutes les années, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la longue, ça fait de la terre, de la bonne terre, quoi. Et c'est pour ça que les arbustes sauvages, comme on voit ici, derrière, là, ils se développent parce qu'ils ont trouvé un bon terrain fertile pour leurs racines, et donc ils poussent tranquilles. Ils s'infiltrent entre les pierres, la terre, et ça complique un peu, quoi. De toute façon, c'est pas un truc qui va rester longtemps, indéfiniment. Pourquoi c'est si important pour toi cette tour? Dès qu'on a... C'est peut-être, j'ai toujours aimé les grosses maisons. À Lyon, j'ai vécu au prieuré, la maison des évêques de Lyon. Donc après, on a eu le château, là où de la Roche, là où le Seigneur a été évacué sous pression à la Révolution. Et puis je regardais cette tour d'en bas et je me disais, il y a quand même quelque chose à faire. Un jour, s'il y en a un qui a une envie de faire quelque chose, je serai des leurs. Vous trouvez que ça avance bien l'objectif, ou vous pensez que vous êtes encore loin? Disons que l'objectif, il avance doucement, parce qu'on n'est pas nombreux à travailler sur le site, hein. Il manque un peu des volontaires bénévoles qui nous aident, d'un côté, et puis d'un autre côté, la lenteur archéologique
nous oblige à avancer lentement parce qu'eux, ils n'avancent pas à la même vitesse que nous, quoi. Eux, pour prendre une décision, il faut 2 mois, pour décider, il faut 3 mois, pour travailler, il faut 6 mois, donc ça veut dire que ça nous retarde dans nos actions, quoi. Ah, c'est l'heure? 4 heures. Bon, ben, ça. Là, on peut sortir les biscuits. Le remontant. J'ai vu que tu avais le paquet, je ben, ne sors pas du coffre. Je l'ai depuis. Alors là, il va t'intéresser, là, tu vois. Regarde, Ah, regarde. La mascotte, elle. Ah, ouais. Non, merde, c'est pas les mêmes. C'est pas grave. C'est pas les mêmes. Tu à droite. Merci. C'est même pas Regarde des les princes? deux, là. Oh. Si, je les ai, les princes, mais dans le coffre. Ah, Parce que j'ai vu qu'il avait son paquet de biscuits, on n'avait pas tous. Et regarde ce que c'est comme C'est biscuits. mangé. C'est pas des biscuits, c'est des. Non, mais c'est bon, ça, c'est des biscuits de riches. Ça. Elle a un bouffé goûter, mais pas plus. Hein. Ouais. Parce que vous, quand on vous donne un bout, vous voulez tout. Le paquet, donc. Guy, lui, là, il se met en accord avec les chiens, mais eux, ils ne font pas trop bosser quand même. Oh. Tiens, Hendrix, tiens, tu veux boire? Allez. Je les remets au pied de leur. Ouais, la dernière fois que vous m'avez vu, on a dit vous viendrez nous donner un coup de main, donc pas de problème, maintenant on a rattaqué, vous venez, quoi. Jeudi, vendredi. Je dirais, nous on est un peu pressés parce qu'on n'est pas jeunes et on ne pourra pas certainement travailler éternellement sur le site. Donc tant qu'on est moteur dans cette action, on fait avancer les choses. Mais si un jour, pour une raison ou une autre, on ne peut plus venir ici, on n'a pas encore pérennisé une équipe capable de prendre la suite, quoi. Parce que pour pérenniser une équipe, il faut qu'il y ait des gens qui soient motivés, volontaires, courageux et qui aient la même passion que nous de faire quelque chose, quoi. Et puis là, on est obligé, on a besoin d'avoir de l'argent, quoi, des subventions. Donc notre bagarre aussi, c'est de faire des dossiers de subventions pour essayer de récolter des subventions, quoi. Et ça aussi, ça avance lentement, quoi. Enfin, nous sommes situés sur le château de La Roche ici, mais jusqu'en 2019, c'était une forêt. Tout ça, ce secteur était une forêt d'arbres sauvages, des pins, des frênes, des chênes, tout ce que vous voulez. Par contre, ce qui existait, c'est uniquement la tour. La tour qu'on voit ici, c'était uniquement ça qu'on voyait du château. Mais à la lecture des écrits d'historiens, il a été expliqué qu'à l'origine, il y avait un château qui était sur ce site, habité par les seigneurs du coin, du fief du coin et la famille de Flotte, qui a vécu sur le fief de La Roche de 1024 jusqu'à la Révolution. Bon, on estime que, d'après les informations qu'on a, que le château, qui était un château quand même fort pour se défendre, ce n'était pas un château de résidence confortable, c'était pour se défendre des pillards, de tous les mauvaises personnes qui voulaient venir, donc avait été construit sur ce château, sur ce rocher ici, et se trouvait donc sur le site qui est devant nous là. Donc on va faire le tour du château, de ce qui reste, pour essayer de comprendre un petit peu comment il était construit, quoi. Donc le château, d'après ce qu'on peut estimer, c'est qu'il a été détruit autour du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1600 à 1633, on estime, où il n'y avait plus de raison que les châteaux féodaux forts existent, il n'y avait aucune raison d'être. Les seigneurs, ils sont descendus habiter dans la vallée, dans le village de La Roche, et le château a été détruit certainement volontairement pour récupérer tout ce qui était récupérable, c'est-à-dire les tuiles, les poutres, les carreaux et tout ça. Et ils ont arasé les murs à 1 mètre ou peut-être 2 mètres du sol. Et tout ce qu'ils n'ont pas récupéré, ça a tout été rempli, le château a été rempli de tous les pierres, donc il y a un tas de déblais. Tout ce qu'on voit ici, c'est des déblais, quoi. L'entrée supposée du château se trouvait
On ne l'a pas mis en évidence encore, mais certains écrits disent qu'il se trouvait là où, devant l'arbre ici, c'est-à-dire qu'il y aurait un mur en travers, et dans ce mur, il y aurait donc une porte d'entrée au château. Le château donc se prolongeait ensuite sur le haut de de monticule ici, avec des remparts qui faisaient 8 à 9 mètres de haut. Hein. Et là, on est au pied des remparts. Et quand ils ont écroulé donc les remparts, toutes les pierres qu'ils ont fait tomber se trouvent derrière nous. Là, c'est ce talus ici, c'est rempli de pierres, comme vous voyez par terre là. Donc d'après les historiens, donc on avait donc les murailles du château qui étaient tout le long, jusque d'où on vient, là-bas, tout le long là. Donc il y avait un mur qui faisait 1,65 m d'épais. À partir de l'arbre, ici, jusque là d'où on vient. Et les historiens disent que dans l'angle ici, où il y a l'arbre, enfin l'emplacement de l'arbre, il y avait une tour d'angle. Ici, il y avait une tour de 9 mètres qui surveillait donc la vallée, quoi. Donc là, on arrive dans une salle du château qui servait de rez-de-chaussée ou de sous-sol ou même de cave. C'était la cave du château, qui était une pièce voûtée qui faisait 20 mètres de long, du fond de la pièce jusqu'ici. Jusqu'à un mur qui se trouvait ici. Donc il y avait 20 mètres de long et en largeur 5,65 m. Et sur une hauteur qu'on a estimée à 3,40 m. Là on est dans la pièce voûtée. On a découvert cette ouverture. Vous voyez, là il y a une ouverture dans le mur qui au début, tout le monde pensait que c'était l'entrée de la cave. Et en fait, nous, on estime que ce n'est pas l'entrée de la cave, parce qu'on a découvert qu'elle a été bâtie sur une veine rocheuse, qu'on voit encore ici, là, la veine rocheuse. Donc, ce n'était pas possible de rentrer par ici. On pense que ce passage servait pour rentrer la marchandise, c'est-à-dire les tonneaux de vin, les sacs de blé, les fûts, tout ça. Ils utilisaient des rampes en bois à l'époque et ils faisaient glisser les tonneaux sur les rampes en bois pour rentrer dans les caves. Donc on suppose qu'il y avait une rampe en bois qui permettait ça, quoi. On a découvert dans cette pièce voûtée une ouverture qui fait 90 par 70. À l'origine, on ne savait pas parce que c'était rempli de pierres. C'était rempli de pierres jusqu'ici, hein, donc on voyait que cette partie-là. Et en fait, après être dégagée, on a trouvé que cette ouverture, elle faisait que 90 cm de large sur 70 de hauteur. Donc on pense plutôt que c'était une aération, une ventilation, que ça devait servir pour ventiler la cave, quoi. On s'est rendu compte qu'après des mesures rapides, le sol de la cave voûtée qui existait à l'époque était semi-enterré, c'est-à-dire à 2,50 m plus bas que le sol de la cour intérieure. C'est-à-dire que la cave était semi-enterrée, donc il fallait un escalier pour accéder à la cour. Donc sur le devant, donc, on avait donc le mur d'enceinte qui traversait face au village, hein, pour protéger le village, et donc on avait une tour d'angle qui se trouvait à la place de l'arbre, une tour circulaire qui devait se trouver là, d'après les plans, les croquis qu'on a eus. Et à l'opposé de l'autre côté, il y avait une deuxième tour d'angle. Donc il y avait donc deux tours face au village de La Roche. Il y avait deux tours circulaires qui devaient exister, quoi, d'après les historiens, quoi.
Là, quand on a eu déblayé un petit peu les pierres ici, on a découvert une ouverture qui existait dans la voûte ici. Donc là, on suppose que c'est le vrai accès à la cave. Une fois qu'on aura dégagé l'intérieur, on pense qu'on va trouver un escalier. Là-dessous, il devait y avoir un escalier qui devait descendre dans la cave de l'extérieur à ce niveau-là. Sachant que nous, ici, on est quand même à 1,60 m de grabat de déblai, donc l'escalier, il doit se trouver en partie dessous, quoi. Il doit être, ce qui existe, il doit être dessous d'où on marche, quoi. Il est enterré, quoi. Là. Donc là, on est ce qui devait être la cour du château. On avait quelque part ici la deuxième tour d'angle. À la place du banc, là, à la place du banc, il devait y avoir une deuxième tour, on suppose identique à la première qui se trouve à l'autre côté. Et entre les deux, donc, il y avait le mur d'enceinte, entre les deux tours. Et là, du côté est, ici, il y avait donc le mur d'enceinte qui se prolongeait la crête. On voit encore on devine l'épaisseur du mur. Ça, c'était l'épaisseur du mur d'enceinte qui partait comme ceci, quoi, qui enfermait la cour. Donc là, on est dans la cour du château, et comme à la destruction, ils ont éboulé tous les murs, c'est tout tombé, une partie est tombée à l'intérieur de la cour, donc là, on a une couche de pierre et de terre. On ne sait pas exactement l'épaisseur, mais il y a au moins 1,20 m d'épaisseur de déblai ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau de la cour d'origine, on est 1,20 m plus haut. Alors le donjon, on ne sait pas trop comment il était. Il y en a qui disent qu'il avait 18 mètres de haut et plusieurs niveaux. Ça, on n'en sait rien. Ce qui reste, il reste la partie, il reste 9 mètres et qui constitue la partie du rez-de-chaussée. L'intérieur du château est creux. L'épaisseur des murs de cette tour, elles font 3 mètres, une épaisseur considérable, 3 mètres d'épaisseur tout autour là. Et au milieu, la partie centrale était occupée par une pièce couverte par c'était pas une voûte, mais c'était une coupole en voûte, c'est-à-dire que c'était une coupole cylindrique, hein, qui faisait le toit du rez-de-chaussée. Et à la cime, au sommet de cette coupole, on suppose il devait y avoir une ouverture de 80 cm de diamètre qui permettait aux personnes de descendre dans le rez-de-chaussée de la tour. Cette tour, elle n'a pas d'ouverture à la base, au rez-de-chaussée, elle n'a pas d'ouverture de porte pour pouvoir y accéder. Donc on suppose, une des suppositions, c'est de dire que le rez-de-chaussée, le volume occupé par le rez-de-chaussée servait de citerne. C'est là où ils stockaient certainement l'eau qu'ils avaient besoin pour vivre au château, quoi. Donc il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ouverture, rien. Et ça se faisait couramment qu'ils utilisaient les rez-de-chaussée de Tours pour faire des citernes. Donc on suppose que c'était peut-être la réserve d'eau du château ici, quoi. Contrairement à ce qu'on dit, c'est que la plupart des donjons, les vrais donjons dans les châteaux, ils n'avaient jamais d'ouverture au niveau rez-de-chaussée pour éviter d'être attaqués ou des choses comme ça. Donc les gens, ils rentraient toujours par le premier étage, voire le deuxième étage par l'intérieur, et ils descendaient par des échelles ou des escaliers dans les étages inférieurs. Donc il n'y avait pas d'accès extérieur de l'extérieur à l'intérieur de la tour au niveau du rez-de-chaussée, quoi. Voilà. Ici, dans la partie qui est en face de nous, là, on avait donc le bâtiment du seigneur, le logis du seigneur, qui était constitué, qui avait une forme rectangulaire, hein, de 25 mètres de long sur 10 mètres de large, en gros. Au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol semi-enterré, donc il y avait la cave où ils stockaient la marchandise et la nourriture.
Et au premier étage habitait le seigneur avec sa famille au premier étage, quoi. Et il y avait peut-être un deuxième étage, mais ça, peut-être sous les combles, hein, parce que c'est souvent comme ça que ça se passait, quoi. Ici, on voit l'ouverture qu'on a vue de l'intérieur de la cave voûtée, par lequel on suppose qu'il descendait la marchandise, c'est-à-dire les tonneaux, les fûts, les sacs et tout ça. On suppose qu'il descendait la marchandise ici parce qu'on observe le rocher en plein incliné qui démarre ici. On voit le rocher naturel qui part d'ici et qui descend en plein incliné jusqu'au fond de la cave. Donc on suppose que à partir de ce rocher, ils avaient fait donc un plein incliné pour accéder à la cave pour la nourriture. Là, dans l'angle, donc dans la partie à droite qui reste ici, il y a un mur qu'on a mis en évidence et c'est apparemment derrière ce mur qu'il y avait la chapelle. Mais pour l'instant, on n'a pas mis en évidence quoi que ce soit. Alors, soit la chapelle, elle était là derrière ce mur, ou elle était au premier étage. Mais ça, pour l'instant, on peut pas dire, quoi. Contre le logis côté cour, on a découvert cette forme qui nous paraissait être le soubaissement d'un escalier, parce qu'on dirait qu'il y a des marches assez régulières qui ont été faites. Donc pour l'instant, c'est des suppositions. Donc on pense que l'arrivée au premier étage de l'habitation du Seigneur, c'était possible qu'il y avait un escalier à ce niveau-là, ouais, qui partait de la cour pour monter au niveau du premier étage, enfin du rez-de-chaussée du bâtiment, quoi. À gauche, on descendait donc dans la pièce voûtée, dans la cave, quoi, à gauche, et à droite, on montait au premier étage, enfin au rez-de-chaussée où habitait le Seigneur, où il dormait, où il mangeait, tout comme ça. On suppose que c'était comme ça, quoi. Mais c'est tout. Pour l'instant, donc, on est en train de dégager. On devine des murs, on sait, pour l'instant, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond, quoi. Donc voilà un petit peu la situation, quoi. Donc nous, ce qu'on voudrait, dans un premier temps, c'est d'aplanir la cour. Essayer d'aplanir la cour déjà pour lui donner un aspect visuel intéressant et pour mettre en évidence les murs qui éventuellement existent. Mais sans descendre jusqu'au sol d'origine, parce que là, il n'y a que l'archéologue qui peut nous donner le feu vert pour aller plus bas, quoi.